Bienvenue à vous qui m'écoutez dans cette série intitulée « Les messages du psy ». Je m'appelle Grégory et vous l'aurez probablement deviné, je suis psychologue. Que voulez-vous, nul n'est parfait. Dans ce programme, je vous propose des messages en format court qui, je le sais, ont la capacité de transformer votre vie et de vous redonner du pouvoir dans un quotidien souvent stressant et oppressant. Alors, prêt à changer votre vie ? C'est parti ! Vous avez un nouveau message. Dans le message du jour, je veux aborder avec vous un sujet sensible, susceptible de nous concerner toutes et tous, directement ou indirectement, à un moment ou un autre de notre vie. J'ai nommé le traumatisme psychologique. Évidemment, j'ai pleinement conscience que la simple évocation du terme traumatisme psychologique peut faire peur. Pourtant, ne vous effrayez pas et ne lâchez pas votre écoute maintenant car mon but n'est en aucun cas de plomber l'ambiance dans les minutes à venir en entrant dans le pathos ou le sordide. En fait, c'est tout le contraire, puisque mon vœu le plus sincère à travers ce qui suit est de dédramatiser le sujet et de montrer qu'un traumatisme, bien qu'il soit immanquablement une source de grande souffrance pour celui ou celle qui le vit, ne constitue pas pour autant une condamnation définitive. Ainsi, l'essence de ce message peut tenir en cette formule. Traumatisme ne signifie pas nécessairement vie gâchée et encore moins vie terminée. Alors, si vous voulez bien me suivre sur ce chemin de dédramatisation du traumatisme psychologique et donc d'espoir en la vie, je vais m'atteler en premier lieu à vous expliquer à ma manière ce qu'est au juste un traumatisme. Et pour ce faire, permettez-moi d'abord de poser quelques généralités histoire de planter le décor. Tous les jours, vous comme moi, nous rencontrons des événements qui génèrent en nous des émotions. Car oui, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais le neutre émotionnel n'existe pas. Ainsi, vous êtes en permanence traversé par des émotions issues de votre interprétation des faits que vous vivez. D'ailleurs, en ce moment même, tandis que je n'en doute point vous écoutez avec la plus grande attention mon message, vous vivez des émotions. Peut-être êtes-vous en joie tant vous appréciez la qualité exceptionnelle de ce qui arrive à vos oreilles, ou alors, autre possibilité, vous jugez le sujet tellement passionnant que vous sentez monter en vous une impatience mêlée d'agacement tant vous trouvez que je lambine avec mon illustration. Ce qui, je vous l'accorde, n'est pas entièrement faux. Alors j'avance. Bien, maintenant que vous êtes totalement familier avec l'idée que les émotions sont toujours présentes dans votre vie, veuillez noter que ces dernières disposent de 4 caractéristiques universelles. Elles sont soit fortes ou faibles quant à leur intensité, soit agréables ou désagréables quant à leur ressenti. Par exemple, parmi les émotions agréables, nous trouvons la sérénité, qui est de faible intensité, et la joie qui est de forte intensité. Tandis qu'à l'autre bout du spectre, nous trouvons l'inquiétude, une émotion désagréable de faible intensité, et la peur, une émotion désagréable de forte intensité. Vous me suivez toujours ? Ok. Arrivé ici, il serait légitime que vous vous demandiez quelle peut bien être la fonction de ces informations émotionnelles qui nous traversent continuellement. Eh bien, les émotions sont d'une utilité sans pareille, puisqu'elles permettent à notre cerveau de donner du sens à ce que nous vivons et aussi de classer ce vécu dans notre mémoire en faisant un lien avec toutes nos expériences antérieures. Ainsi, vos émotions sont en quelque sorte votre boussole en cette vie, en même temps que la colle qui maintient la cohérence de votre mémoire. Admettez que ce n'est pas rien. La plupart du temps, ce travail émotionnel s'effectue automatiquement. Néanmoins, il est des événements qui ont la capacité de mettre ce magnifique système émotionnel à rude épreuve. Ces événements sont tels des bombes atomiques émotionnelles, en ce sens qu'ils génèrent en celui ou celle qui les vit des émotions d'intensité maximale associées à un ressenti particulièrement désagréable et douloureux. Ces événements en question sont des accidents de la vie, des agressions physiques, psychologiques ou sexuelles, la mort d'un proche ou encore l'annonce d'une maladie grave comme le cancer. Toutes ces épreuves, outre le caractère tragique, ont 3 traits spécifiques qui les distinguent des autres événements de la vie et qui leur donnent un pouvoir traumatique. Premièrement, ils confrontent les personnes qui les vivent à la peur immense de perdre la vie et ou leur intégrité. Deuxièmement, ils donnent aux personnes qui les vivent un sentiment d'impuissance tant ils n'ont aucun pouvoir sur ce qui se déroule. Et troisièmement, ils mettent les personnes qui les vivent dans un questionnement sans fin sur le sens de ce qui est en train de se dérouler. Mais prenons un cas concret pour illustrer le propos, celui d'Anita, une personne ayant vécu un grave accident de la route. Alors que sa voiture faisait des tonneaux sur l'autoroute, elle fut confrontée à la peur de mourir et pendant le court laps de temps de l'accident, elle vit toute sa vie défiler et pensa à chaque instant à ses enfants, qu'elle croyait ne plus jamais revoir. Dans le même temps, elle ressentit une forte impuissance puisque la seule chose qu'elle put faire fut d'attendre que la voiture termine son embarté dans un champ voisin. Enfin,
Après le choc de l'accident, elle se trouva face à un questionnement terrible. Quel sens donner à sa vie maintenant qu'elle était hémiplégique ? Pourquoi cela lui était-il arrivé ? À l'instar d'Anita, de nombreuses personnes vivent au cours de leur vie des situations traumatiques, et peut-être est-ce aussi votre cas. Voyons maintenant quelles sont exactement les conséquences de tels séismes dans la vie de la personne qui les vit. En fait, il n'est pas vraiment possible de généraliser, car cela va dépendre de la nature de l'événement et des caractéristiques de la personne. Toutefois, je voudrais évoquer ici deux phénomènes. Le premier, qui n'est pas obligatoire, est ce que les psychologues nomment l'état de stress post-traumatique, ou ESPT pour les intimes. De quoi s'agit-il ? Eh bien, pour vous l'expliquer, permettez-moi une petite analogie, celle du circuit électrique. Imaginez-vous comme un fil électrique faisant circuler du courant. Ce courant, c'est l'émotion que vous vivez et qui vous traverse en continu. C'est bon, vous avez l'image ? Bien. Maintenant, savez-vous ce qui se produit lorsque l'on fait passer un courant de grande intensité dans un fil électrique ? Les plus électriciens d'entre vous savent bien que dans ce cas de figure, le fil va chauffer et risque même de s'enflammer et de fondre. Heureusement, pour éviter ces désagréments, les circuits électriques de nos maisons sont équipés de disjoncteurs dont la fonction est de couper le circuit en cas de problème. Eh bien, c'est en quelque sorte ce qui se passe dans le cerveau de ceux qui sont exposés à des faits potentiellement traumatiques. Les émotions à faire circuler dans le corps, la peur de mourir et le sentiment d'impuissance en particulier sont tellement forts et douloureux que pour éviter les dégâts irréversibles, le cerveau peut en stocker une partie dans l'optique de le traiter ultérieurement lorsque les conditions seront redevenues plus normales. Revenons à Anita et à son accident de la route pour comprendre. Lorsqu'elle a perdu le contrôle de sa voiture, l'émotion était tellement forte que son cerveau a stocké la scène de l'accident en mémoire et avec elle, une partie de la peur qui y était associée. Cela permit à Anita de faire face sur le moment. Néanmoins, ce stock émotionnel a pu provoquer chez elle des symptômes. On en distingue 4 types. Le premier, ce sont les intrusions. Il s'agit concrètement de flashbacks et de rappels de l'événement vécu ou encore de cauchemars répétés repassant la scène traumatique en boucle. Le deuxième type sont nommés les évitements. Ils correspondent au fait que la personne va avoir tendance à éviter des lieux, des personnes ou des activités en lien avec le traumatisme. Cela peut aussi revenir sous la forme d'une amnésie, totale ou partielle. Le troisième type de symptômes concerne les altérations de l'humeur et de la pensée. On y recense notamment les sentiments de culpabilité, de honte, les troubles de la concentration, l'irritabilité et aussi une perte d'intérêt pour les activités auparavant appréciées. Enfin, le quatrième type de symptômes a été baptisé les modifications de l'éveil. Il s'agit simplement de troubles du sommeil et de la présence d'une hypervigilance. Il est à préciser que cette liste de symptômes est indicative et que seul un médecin ou un psychologue sont en mesure de poser un diagnostic précis de stress post-traumatique. À présent, voyons un autre phénomène qui peut être lié aux événements traumatiques, celui du deuil. Celui du deuil de la vie passée qui ne pourra plus être retrouvé. En effet, à la suite d'un événement traumatique, les circonstances de vie se modifient profondément pour la personne concernée. Anita devra faire le deuil de sa vie avant l'accident. Dans ce processus, l'enjeu pour la personne est de reprendre les manettes de sa vie et de trouver un nouveau sens à son existence. Cela est bien souvent une démarche de longue haleine, qui s'accompagne de colère et de tristesse intense. Cela est normal, et avant que je ne vous donne quelques conseils pour faciliter ce processus de deuil, sachez que celui-ci, lorsqu'il parvient à son terme, mène le plus souvent à ce que les psychologues ont baptisé la croissance post-traumatique. Car oui, aussi troublant que cela puisse paraître, les études scientifiques sur les traumatisés mettent en avant le fait que nombre de personnes évoluent positivement suite à une expérience traumatique. En fait, nous savons que dans la plupart des cas, les personnes ressortent de ces épreuves avec de nouvelles perspectives, des compétences renforcées et une plus grande appréciation de la vie. Comme les récits de vie sont les plus parlants, laissez-moi vous en narrer un pour illustrer mon propos. Ce récit est celui de George. Cet homme a perdu sa fille unique, Samantha, dans la soirée du 13 novembre 2015, date tristement célèbre. Ce soir-là, Samantha se trouvait avec quelques amis dans un bar, le Petit Cambodge, lorsque 3 terroristes firent irruption et tirèrent 121 cartouches de Kalachnikov, plongeant le lieu dans 2 minutes 30 de cauchemar. George vivra de nombreuses années dans le chaos, aux prises avec des sentiments mêlés de sidération, de rage, d'injustice et de manque. Il cherchera à se faire une raison, à comprendre et à retrouver le goût de vivre, de survivre, avec un cœur à jamais dévasté. Il va se mettre à marcher des centaines de kilomètres sur les chemins de Compostelle, entamer une thérapie
ainsi qu'un parcours spirituel et finira par avoir cette phrase. Je le cite. « Au-delà de la douleur, j'ai une vie bien plus spirituelle aujourd'hui. Avant, je courais pour obtenir la reconnaissance professionnelle. Ce drame m'a ramené à l'essentiel. Il m'a rappelé combien la vie est fragile. Je ne le souhaite à personne, bien sûr, mais sans ce drame, je n'aurais jamais découvert la dimension spirituelle qui éclaire ma vie à présent. Bien entendu, j'ai conscience que les mots de Georges peuvent être difficiles à entendre si vous êtes actuellement au cœur de la tourmente. Mais laissez-les entrer tout de même en vous. Ils illustrent le fait que c'est la nuit qui donne au jour son caractère précieux. Considérez aussi que Georges, comme tant d'autres, sont la preuve vivante que la vie peut poursuivre au-delà de la douleur. Maintenant, permettez-moi quelques conseils en tant que psychologue si jamais vous êtes en train de vivre un épisode traumatique. Mon premier conseil va à celles et ceux d'entre vous qui pensent avoir cet état de stress post-traumatique que j'ai évoqué tout à l'heure. N'hésitez pas à consulter un médecin et un psychologue pour mettre en place les dispositifs adéquats. Si vous avez des rappels, des cauchemars de ce que vous avez vécu, si vous évitez des lieux ou des activités en lien avec ce que vous avez vécu, ou encore si vous avez des troubles du sommeil et de l'humeur, prenez bien pour acquis que vous n'êtes pas fou. Sachez aussi que des solutions existent, comme l'EMDR, une technique très efficace de traitement de ces états. N'hésitez pas à en parler à un professionnel de santé. Mon second conseil concerne le processus de deuil qui fait suite à un événement traumatique. Là aussi, vous n'êtes ni fou ni malade, car le deuil est un phénomène naturel et la meilleure manière de le traverser est d'accepter de vivre les émotions qui se présentent à vous. Plus vous résisterez et plus le processus sera rendu long et difficile. Je vous invite par exemple à écrire chaque jour sur ces émotions qui vous traversent. Répétez cette opération aussi longtemps que nécessaire. En pratiquant cet exercice, vous verrez rapidement une plus grande facilité à vivre ce qui se passe. Là encore, n'hésitez pas à vous rendre chez votre médecin ou psychologue pour vous permettre d'accéder à un état de croissance post-traumatique. Sur ces éléments qui, je le sais, ont le pouvoir de changer votre vie, j'en arrive au terme du message du jour qui, j'espère, vous a plu. Je vous remercie sincèrement pour votre attention et vous donne rendez-vous dans un prochain message du psy. Je vous souhaite le meilleur.